Logan, Utah, 1965. Une petite ville américaine où tout le monde se connaît va être bouleversée par un crime qui restera inexpliqué pendant près de 60 ans. Cette histoire, c'est celle d'Anya Weber, 17 ans, dont le meurtre a hanté toute une communauté. Dans l'Utah, cet État montagneux de l'ouest des États-Unis, la petite ville de Logan a vécu pendant près de 6 décennies avec le spectre d'un crime non résolu. Anya Weber, une lycéenne de 17 ans qui incarnait l'excellence et la bienveillance de la jeunesse américaine des années 60, faisait la fierté de sa famille et représentait un véritable modèle pour ses cadets. Son avenir prometteur s'est brutalement arrêté le 26 juin 1965, lorsque son corps sans vie a été découvert, étranglé et dissimulé à quelques pâtés de maison de son domicile. Cette affaire, qui allait connaître un dénouement spectaculaire près de 60 ans plus tard, illustre parfaitement comment les avancées de la science moderne permettent aujourd'hui de résoudre les cold cases les plus anciens. Anya Weber avait grandi à Logan, une bourgade typique de l'Ouest américain au charme provincial. Au sein de sa famille, elle occupait naturellement la place de guide en tant qu'aînée. Sa sœur Rhonda Weber Christensen en particulier voyait en elle une confidente irremplaçable. En 1965, Anya terminait sa dernière année au lycée de Logan, préparant son avenir avec l'optimisme caractéristique de cette époque. Le matin du 26 juin 1965, tout bascule. La découverte de son corps, rue West Center, à moins de 200 mètres du domicile familial, vient bouleverser cette existence paisible. Le corps d'Anya, partiellement dénudé, porte des traces évidentes de strangulation. La police de Logan, rapidement épaulée par les forces de l'État, déploie un dispositif d'enquête sans précédent. Les enquêteurs interrogent près d'1 millier de personnes, dans l'espoir de recueillir le moindre indice susceptible de faire avancer l'affaire. Sur l'ensemble des témoignages recueillis, 150 retiennent particulièrement l'attention des enquêteurs. Les preuves matérielles prélevées sur la scène de crime, notamment les vêtements d'Anya, font l'objet d'analyses minutieuses. L'enquête connaît un premier rebondissement quelques jours après la macabre découverte. Un suspect émerge, Owen Hodges Kimball, 26 ans. Si certains enquêteurs sont convaincus de tenir le coupable, d'autres s'interrogent sur la solidité des preuves disponibles. Plusieurs témoins affirment avoir aperçu Kimball à proximité des lieux au moment du drame, le plaçant au cœur de cette tragédie. Pour les enquêteurs, cette piste mérite d'être approfondie. Mais l'affaire prend un tournant inattendu. Le 30 juin 1965, la famille de Kimball signale sa disparition. Les recherches aboutissent dans les gorges de Logan, où les policiers découvrent son corps sans vie dans son véhicule. Le constat est sans appel. Kimball s'est donné la mort. Ce suicide du principal suspect porte un coup dur à l'enquête. Malgré les témoignages le situant près des lieux, aucune preuve tangible ne permet d'établir formellement sa culpabilité dans le meurtre d'Anya. Sans éléments concluants, l'enquête s'enlise progressivement. Pendant 59 longues années, l'affaire reste une plaie ouverte dans la mémoire collective de Logan. Mais alors que l'affaire semblait vouée à rester l'un des plus grands mystères de l'Utah, la science moderne allait tout changer. En 2022, près de 6 décennies après les faits, l'enquête connaît un nouveau souffle. La police de Logan obtient une subvention de l'initiative Assault Kit, un programme national américain dédié à la résolution des crimes non élucidés. Grâce à ce financement, les vêtements d'Anya sont envoyés au laboratoire criminalistique de l'Utah pour des analyses ADN, utilisant les technologies les plus récentes. Les résultats s'avèrent déterminants. Plusieurs profils ADN sont identifiés sur les vêtements, poussant les enquêteurs à explorer toutes les pistes, y compris celle de Kimball. Malgré son suicide en 1965, ses restes pouvaient encore livrer des preuves cruciales. Les enquêteurs obtiennent une ordonnance judiciaire pour procéder à l'exhumation de son corps. Ce qui va suivre va enfin apporter des réponses à une famille qui attend la vérité depuis trop longtemps. Le 2 novembre 2023, près de 60 ans après sa mort, la dépouille de Kimball est exhumée. Des échantillons ADN sont prélevés par le bureau du médecin légiste de l'Utah, puis analysés conjointement par le laboratoire criminalistique de l'État et le groupe Bode Technology, l'un des laboratoires les plus réputés des États-Unis. En juin 2024, les résultats sont formels. L'ADN de Kimball correspond parfaitement aux traces retrouvées sur les vêtements d'Anya. Armés de cette preuve irréfutable, les enquêteurs réexaminent l'ensemble des témoignages et preuves matérielles de 1965.
La combinaison des preuves ADN et des éléments historiques permet enfin de reconstituer avec certitude les événements de cette nuit tragique. Kimball était bien le meurtrier d'Anya Weber. Pour la famille d'Anya et la communauté de Logan, cette résolution apporte enfin la paix. Rhonda Christensen et sa famille se trouvaient dans l'Idaho lorsque la police leur a annoncé la nouvelle. « Ils nous ont pris à part pour nous expliquer ce qu'il s'était passé », raconte-t-elle. « Notre famille élargie nous a énormément soutenus. Les mots me manquent pour exprimer la gratitude que nous ressentons, ma sœur Julie, mes frères Stephen et David, et moi-même. » Stephen Weber, qui n'avait que 10 ans lors du drame, reste aujourd'hui encore bouleversé en évoquant ce 26 juin 1965. « C'était terrible, je ne savais pas comment gérer ça », confie-t-il avec émotion. Il exprime aujourd'hui son soulagement et parle de pardon, espérant que les autres personnes touchées par cette tragédie pourront également tourner la page. Le comte Lemuel Earl, enquêteur principal de l'époque, aujourd'hui retraité depuis 24 ans, livre un témoignage poignant. Recevoir cet appel lors du 59e anniversaire de la disparition d'Anya a été une récompense personnelle. Je ne peux pas exprimer à quel point cela m'apporte la paix. C'est le résultat d'un excellent travail, non seulement à l'époque, mais aussi des enquêteurs d'aujourd'hui qui n'ont jamais abandonné. Dans l'Indiana, État du Midwest américain, la disparition de Clifford Smith lors d'Halloween 1982 est restée une énigme pendant plus de 30 ans. Il aura fallu attendre 2023 pour que la vérité éclate enfin, révélant les circonstances glaçantes de cette affaire qui a marqué toute une communauté. Né en 1958, Clifford Smith vivait à 24 ans, ce qui semblait être une vie tranquille dans l'Indiana. Le soir d'Halloween 1982, alors que les rues étaient pleines d'enfants déguisés, il a été vu pour la dernière fois. Son épouse, rongée par l'inquiétude après plusieurs jours sans nouvelles, finit par contacter la police le 4 novembre. Une vaste opération de recherche se met alors en place. Les forces de l'ordre local, épaulées par de nombreux volontaires de la communauté, déploient des moyens considérables. Des avis de recherche sont diffusés dans toute la région, pendant que des équipes ratissent méthodiquement les environs, cherchant le moindre indice pouvant expliquer cette mystérieuse disparition. Malgré l'ampleur du dispositif, les premiers jours ne donnent rien. Clifford s'était comme évaporé dans la nature, ne laissant derrière lui aucune trace permettant de comprendre ce qui avait pu se passer. Les recherches continuent pendant plus d'1 mois, les enquêteurs explorant chaque piste possible. Le drame se confirme le 1er décembre 1982. Le corps de Clifford Smith est retrouvé le long de la White River, dans une zone isolée du comté de Jackson, Indiana. Ses restes gisaient dans un secteur reculé qui avait échappé aux premières recherches. L'autopsie révèle qu'il a été tué d'une balle dans la tête. La découverte de son corps, environ 45 jours après sa disparition, détruit sa famille et bouleverse les enquêteurs. L'état du corps ne permet pas d'éclaircir les circonstances de sa mort, rendant l'affaire encore plus mystérieuse. L'enquête s'oriente rapidement vers la piste criminelle. Au fil des années, les policiers multiplient les investigations, interrogent de nombreuses personnes et retournent maintes fois sur les lieux de la découverte du corps. En 2015, la police d'État de l'Indiana décide de rouvrir l'enquête, déterminée à faire éclater la vérité. Les enquêteurs mènent une nouvelle série d'interrogatoires, notamment auprès de Ronald Jack Anderson, une ancienne connaissance de Clifford, et de Joyce Smith, son épouse. Ces entretiens, combinés à un réexamen minutieux de l'enquête initiale, font ressortir de nouveaux éléments et des incohérences jusque-là passées inaperçues. L'accumulation de nouvelles preuves aboutit finalement à un mandat d'arrêt. Le 31 octobre 2023, exactement 41 ans après les faits, Anderson, alors âgé de 61 ans, est arrêté chez lui à Seymour, Indiana, et accusé du meurtre de Clifford Smith. D'après les enquêteurs, la reconstitution des événements montre qu'Anderson avait pris un fusil de chasse dans une maison de la 13e rue Est à Seymour, dans la nuit du 30 octobre 1982, avant de partir avec Clifford. Des témoins ont confirmé qu'Anderson et Clifford faisaient partie d'un groupe présent dans cette maison plus tôt dans la soirée. À la fin de la soirée, quand le groupe s'est dispersé, Anderson et Clifford sont partis ensemble, Anderson emportant le fusil de chasse. Les investigations révèlent qu'après avoir quitté la maison, Anderson a abattu Clifford avec le fusil, avant d'abandonner son corps le long de la White River, dans le comté de Jackson. Les enquêteurs ont établi qu'Anderson avait ramené l'arme à la maison de la 13e rue peu après le crime. Plus troublant encore,
Anderson serait retourné sur place le long de la rivière pour effacer toute trace pouvant le relier au meurtre de Clifford. Ces actes délibérés de dissimulation n'ont fait que renforcer les accusations contre lui. Cette arrestation met fin à une enquête qui avait déconcerté la police pendant plus de 4 décennies. Le 8 septembre 1977, une découverte glaçante secoue la petite ville de Macon, en Géorgie. Dans un sous-bois longeant Riverside Drive, des restes humains sont découverts, marquant le début d'une enquête qui va hanter la police pendant plus de 4 décennies avant de révéler son terrible secret. Son lien avec l'un des tueurs en série les plus terrifiants de l'histoire des États-Unis. Tout commence avec les habitants du quartier qui se plaignent pendant plusieurs semaines d'une odeur insupportable venant d'une zone boisée, située à environ 1 km au nord de la route d'Arcfer. Les riverains, d'abord intrigués puis inquiets, multiplient les appels aux autorités locales, décrivant une puanteur insoutenable qui empestait l'air depuis des semaines. Sur place, les enquêteurs tombent sur une scène d'horreur, des morceaux de corps éparpillés par les animaux sauvages. Les recherches minutieuses ne permettent de retrouver qu'une partie des restes, les mains, les omoplates, quelques membres et des morceaux du torse. L'absence de parties essentielles du corps complique énormément le travail des experts médico-légaux. Face à ces restes incomplets et leur décomposition avancée, impossible pour les experts de déterminer avec certitude les circonstances de la mort. Même si les enquêteurs pensent à une strangulation, rien ne peut le prouver formellement. Tout laisse penser que le tueur a choisi exprès cet endroit isolé, comptant sur la nature et les animaux pour faire disparaître les traces de son crime. L'affaire prend un tournant complètement inattendu en 2012, quand la police du Kentucky arrête un certain Samuel Little pour une simple histoire de drogue. Ce qui devait être une arrestation banale va se transformer en révélation choquante. Son ADN le relie à 3 meurtres commis en Californie. Cette découverte pousse les enquêteurs à fouiller dans le passé de Little, dévoilant un parcours criminel terrifiant qui s'étale sur plusieurs décennies et États. En 2018, Little passe aux aveux. Dans une série d'interrogatoires glaçants, il avoue ses crimes, y compris un meurtre commis en 1977, l'année même où on a découvert le corps à Riverside Drive. Un détail troublant. Quand on lui montre le portrait robot de la victime, il réagit vivement, affirmant que ce visage ne correspond pas à celui de la femme qu'il avait tuée. Cette réaction montre à quel point il est difficile d'identifier des victimes avec si peu de preuves après tant d'années. L'enquête révèle l'ampleur terrifiante des crimes de Little. Entre 1970 et 2005, il aurait tué près de 90 femmes à travers les États-Unis. Sa façon d'opérer était simple mais redoutable. Il ciblait des femmes vulnérables, des prostituées, des toxicomanes, dont la disparition passait souvent inaperçue ou n'était signalée que très tard. Il les étranglait peu après les avoir rencontrées, ne laissant presque aucune trace derrière lui. Beaucoup de ces morts ont d'abord été classés comme des accidents, des overdoses ou des décès suspects par les différentes polices locales. Les enquêteurs de l'époque, qui n'avaient ni les moyens technologiques d'aujourd'hui, ni de bases de données communes, n'avaient pas pu faire le lien entre toutes ces affaires. Les aveux de Little finissent par le faire condamner pour 8 meurtres dans 3 États différents, et il est soupçonné dans 61 autres homicides, devenant ainsi l'un des tueurs en série les plus meurtriers de l'histoire criminelle américaine. La mort de Samuel Little en prison en 2020, alors qu'il avait presque 80 ans, ne met pas fin aux enquêtes. Peu avant de mourir, il fait une déclaration troublante, parlant de possibles innocents en prison à sa place. « Si je peux aider quelqu'un à sortir de prison, peut-être que Dieu me regardera avec plus de clémence », avait-il dit aux enquêteurs. Puis, dans un moment de lucidité glaçant, il ajoute « Elles étaient démunies, sans abri, et sont tombées dans ma toile. » En mai 2023, l'enquête connaît enfin une avancée majeure, grâce aux nouvelles techniques ADN du labo de criminalistique d'Aterham, avec l'aide du bureau du shérif du comté de Bibb et du Conseil de coordination de la justice pénale, CCJC. La victime est enfin identifiée. Il s'agit d'Yvonne Pless, une jeune femme qui avait à peine 19 à 20 ans quand elle a été tuée. Le lien entre Yvonne Pless et Samuel Little est définitivement prouvé grâce à ses aveux, notamment lors d'une interview qu'il a donnée à l'émission 60 minutes en 2019. Ce qu'il raconte sur le meurtre de 1977 correspond parfaitement aux éléments de l'enquête de Macon, confirmant ce que les enquêteurs soupçonnaient depuis longtemps. Cette preuve cruciale résout enfin une énigme vieille de plus de 4 décennies. Malgré l'identification d'Yvonne,
impossible de retrouver sa famille pour leur annoncer la nouvelle. Le 14 novembre 2023, les autorités rendent l'affaire publique, mettant un point final à 46 années de mystère. Le 7 octobre 2017, alors que Maurice s'affairait aux préparatifs de l'anniversaire de sa fille, sa vie a basculé dans un tourbillon d'événements dévastateurs que personne n'aurait pu imaginer. Les chocs de cette journée fatidique ont mené à des années de questionnements sans réponse, avant qu'une percée tant attendue ne ravive enfin l'espoir de justice. Maurice Wright, un jeune homme de 28 ans issu de Bakersfield, en Californie, était diplômé de la Highland High School. Père de 3 enfants, il travaillait à temps plein pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa vie semblait emprunter un chemin positif, alors qu'il se démenait pour offrir à ses enfants le meilleur. Mais le 7 octobre 2017, tout a basculé. Alors qu'il s'affairait aux derniers préparatifs de la fête d'anniversaire de sa fille, une journée qui devait être remplie de joie et de rire, Maurice ne pouvait imaginer l'horreur qui l'attendait. Après avoir fait un arrêt au supermarché local pour récupérer de quoi fêter l'événement, il s'apprêtait à rentrer chez lui pour finaliser les derniers détails. Concentré sur sa famille, il ne se doutait pas que cette course banale allait marquer le début d'une tragique série d'événements. Vers 20h30, la police de Bakersfield a reçu un appel signalant une fusillade près de South King Street et East 3rd Street. Les blessures des victimes, allant de modérées à graves, soulignaient la gravité de la situation. Tandis que les secours s'affairaient à évaluer et prendre en charge les victimes, la réalité de l'événement tragique se dévoilait. L'état de l'une des victimes était critique, et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital dans une tentative désespérée de la sauver, mais les blessures se sont révélées trop graves. Plus tard dans la soirée, l'identité de la victime décédée a été confirmée. Il s'agissait de Maurice Wright. Membres de la famille et amis sont venus l'identifier, pleurant la perte de cet homme, père, fils et ami, emporté par un acte insensé de violence qui laissait tout le monde sans voix, se demandant pourquoi. Dès le début, la police de Bakersfield s'est lancée dans l'enquête, recueillant des preuves et recherchant les suspects. Les autorités ont annoncé être à la recherche de 3 hommes noirs qui avaient pris la fuite dans un SUV sombre peu après les coups de feu. Malgré leurs efforts, l'affaire est restée non élucidée pendant des années, laissant la famille de Maurice et la communauté sans réponse ni justice. Les recherches se sont poursuivies, mais les pistes se sont peu à peu épuisées, et l'affaire s'est refroidie. Jusqu'en 2024, près de 7 ans après cette nuit tragique, où une percée significative s'est enfin produite. 2 suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur la mort de Maurice, ravivant l'espoir de justice. Jamia Dawson, 28 ans, déjà détenue pour un incident sans lien, est devenue un personnage clé de l'enquête. Interrogé sur la fusillade de South King Street, il a d'abord nié toute implication, mais lorsque les détectives lui ont présenté des images de vidéosurveillance de cette nuit-là, Dawson a fini par admettre être l'un des 3 tireurs présumés. Ces aveux ont marqué un tournant décisif dans cette affaire de longue date. À la suite de l'arrestation de Dawson, un autre suspect a été appréhendé. Trayvon Lee Foreman, également âgé de 28 ans, a été arrêté en juillet 2024. Il fait face à de lourdes accusations, notamment de meurtre, de complot et de participation à un gang, en lien avec la mort de Maurice Wright. Pour la famille de Maurice, cette nouvelle est à la fois douce et amère. C'est un pas vers la justice, même si rien ne pourra combler le vide laissé par la perte de leur être cher, emporté par une violence insensée. Alors que les procédures judiciaires suivent leur cours, la mémoire de Maurice restera gravée comme le témoignage d'une vie écourtée par la violence et de la quête obstinée de justice. Merci d'avoir regardé. C'était Pierre avec vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer. D'autres histoires choquantes vous attendent. À très bientôt.